Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Viséothèque Hour. Aujourd'hui, c'est Jérémy Nicolas qui va nous faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les outils et les cycles de développement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation sur le chat. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Salut Jérémy. Et merci Wassim. Donc, bonjour à tous, je suis Jérémy, je travaille à Visio depuis quelques temps et on a eu l'occasion de tester différents outils d'assistance au développement par IA. Et aujourd'hui, je vais vous accompagner lors de ce meet-up pour présenter tout ça, débunker, voir les bonnes pratiques, etc. Pour commencer, quand on parle d'IA et d'outils d'aide-au-développement, on nous promet monts et merveilles, on nous parle de gains de productivité, d'une meilleure qualité de code, d'une réduction de la charge pour que les développeurs puissent se concentrer sur quelque chose qui a une plus grosse valeur ajoutée, des rédactions de documentation qui sont parfois automatisées, un support qui est multi-langage, multi-techno, multi-framework, qui s'adapte à tout, et potentiellement une meilleure détection des failles de sécurité, des vulnérabilités, etc., pour avoir toujours du code de meilleure qualité, qui soit toujours au top. On va un peu voir tous ces points positifs, on va comparer ce qui est réel et ce qui l'est un peu moins, et ce qu'il y a à nuancer. Donc on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va parler de retour d'expérience, donc des choses un peu concrètes avec des exemples. Quelques anecdotes, certaines très drôles, d'autres un peu flippantes, et on va terminer sur un bilan. Alors, pour commencer, on va contextualiser un peu l'histoire. Ça fait 2 ans que j'utilise l'outil GitHub Copilot, donc dans les phases de développement, principalement, même si maintenant il s'est un peu étendu, il a un spectre plus large, on y reviendra. On a testé de faire une migration de projet, donc on est parti d'une base, d'un projet en Java, Spring Boot, et l'idée c'était de le migrer en .NET. Donc pareil, on va essayer de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pourquoi. Et globalement, on va un peu partager les différentes astuces qu'on a pu mettre au point au fur et à mesure qu'on utilisait ces outils. Donc avant d'entrer dans le détail, on va faire un petit rappel des outils qu'on retrouve, des différents modèles, etc. Donc, quand on parle de modèles, déjà, il y a des familles de modèles. On a Claude, on a les GPT, par OpenAI, et on a Gemini qui est Google. Il y en a d'autres, je ne les ai pas tous cités. Et dans ces familles de modèles, on a des modèles donc, du coup, qui vont avoir chacun leur spécificité en termes d'entraînement, en termes de techno, de framework compatible, en termes de langage, en termes de temps de réponse et aussi en termes de prix. Ces modèles peuvent être intégrés dans des outils ou utilisés directement via des API, et il aura à chaque fois des avantages et des inconvénients. L'intérêt des outils, c'est que ça rend la chose beaucoup plus grand public. C'est quelque chose qui va être plus simple à mettre en place et on n'a pas besoin d'avoir des experts dans le domaine de l'IA pour les utiliser. Le plus populaire, c'est GitHub Copilot. Ses atouts, c'est qu'il a un prix assez accessible, je dirais entre 20 et 40 €, il me semble, par mois. Il a plein de features qu'on va détailler un peu plus tard et il s'intègre bien dans plusieurs IDE. Donc ça veut dire qu'il est un peu passe-partout. On peut l'utiliser aussi bien dans VS Code que dans IntelliJ, que dans Visual Studio, et j'en oublie sûrement plein. On a d'autres outils comme Cursor qui, eux, sont dédiés à un IDE spécifique et qui ont aussi un modèle qui leur est dédié. Alors il me semble que maintenant, il s'est ouvert à des modèles comme GPT, etc. Mais ils ont aussi leur propre modèle qu'on peut entraîner et on peut aussi faire des modèles privés, donc qui s'entraînent sur notre propre base de code. Ils ont l'intérêt d'être directement intégrés dans l'IDE. Donc, on va dire qu'on va avoir une meilleure expérience utilisateur, une meilleure symbiose entre les différentes features de l'IDE et de l'assistant. Mais du coup, on est cloisonné à un usage assez spécifique. Et également, on va parler de JetBrains AI. C'est un outil qui est du coup un spectre un peu plus large parce qu'il y a plein d'IDE différents dans l'univers de JetBrains. Et c'est pareil, ils ont ces spécificités que Copilot n'a pas forcément, avec des features qui lui sont propres. Alors, principalement ce qu'on utilise à Visio, on va utiliser beaucoup Claude avec l'outil GitHub Copilot. Pourquoi? Parce que ça nous permet de travailler, du coup, comme je disais, sur des IDE différents. Et ça permet un peu de répondre aux besoins de tout le monde. C'est un peu la boîte à outils ultime. Claude a des mécanismes de filtrage qui nous permettent de garantir une sécurité sur le code qui va être généré. C'est jamais parfait à 100%, mais globalement, ça va nous éliminer les réponses qui sont totalement aberrantes ou dangereuses. Donc ça va éviter tout ce qui va être les patterns qui pourraient mettre
à risque notre projet, toutes les mauvaises recommandations, toutes les failles de sécurité qui pourraient être introduites. En gros, il va y avoir une sorte de filtre qui va retirer tout ça. Ce modèle a une qualité de code qui est assez élevée. Globalement, on a un taux d'acceptation des réponses qui est plus élevé que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais ou que c'est rédhibitoire pour les autres, c'est juste que c'est un peu mieux, quelques pourcentages si on en croit les articles, quelques pourcentages de taux d'acceptation en plus, donc pourquoi pas, c'est toujours un peu bon à prendre. Il a une capacité de lire des scripts plus longs et de travailler sur des frameworks qui sont plus larges. En gros, il est capable de, alors j'ai pas la liste en tête complète, mais il est capable de traiter plein de langages et plein de frameworks. On peut lui parler en français, en anglais et d'autres langues. Et il est capable de prendre des prompts très longs et de garder un contexte toujours actif assez conséquent. Et en parlant de contexte, il est aussi capable de faire des résumés de ce qui s'est passé précédemment. Ce qui nous permet d'avoir une sorte de suivi sur la journée ou sur plusieurs jours des tâches qui ont été faites précédemment. Et du coup, de garder une certaine cohérence sur la forme des réponses proposées et là, sur la forme du code proposé. Globalement, il va éviter d'être perdu et du coup d'avoir toujours cette continuité qui est très intéressante en termes de cohérence sur les résultats. Et il est potentiellement prévu, quand on lit les specs, pour travailler sur des tâches beaucoup plus longues. On s'était dit que ça pouvait être excellent pour du coup notre projet de migration, pour tester justement de lui donner une grosse tâche, de lui donner par exemple plein de paquets, je vais lui dire ok, là c'est ton exemple de base, c'est ton entrée, fais-nous une sortie dans un autre langage, et potentiellement essayer de le laisser travailler plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures sur ce travail. Maintenant qu'on a posé les bases, on va un peu parler du retour qu'on a eu lors de ces essais et des différentes bonnes pratiques qu'on a mis en place. Donc pour commencer, dans GitHub Copilot, je vais faire un petit rappel, je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais il y a plusieurs modes. On a un mode chat. Le mode chat, c'est un peu le mode classique, comme on a l'habitude d'utiliser des IA génératives. On va lui poser une question, il va nous répondre, on va lui donner des morceaux de code, des exemples, et il va les analyser et nous répondre. Ça a plusieurs avantages. Ça nous permet de donner des conseils. Par exemple, si on veut faire un refacto, on peut lui demander comment fonctionne ce bloc de code, où est-ce qu'il est utilisé pour éviter d'avoir des effets de bord. Et on peut aussi lui demander d'analyser des blocs de code un peu plus complexes. L'exemple qui me vient parfois en tête, c'est de dire on a une regex dans un bout de code, on a besoin de la décomposer, de la déstructurer pour l'analyser. Ça va nous permettre effectivement d'avoir une analyse de comment fonctionne la regex et ce qu'elle fait, morceau par morceau. Ça peut aussi nous aider à reprendre du code legacy ou de faire des reviews. En gros, ça va nous donner une analyse de base qui nous permettra de rentrer beaucoup plus rapidement, par exemple, dans une PR. Je l'utilise aussi pas mal pour faire de l'apprentissage, notamment par exemple quand il y a des montées de framework ou des montées de versions de langage. Je vais travailler comme j'ai l'habitude, donc je vais faire mon morceau de code et ensuite je vais lui demander de proposer des suggestions pour dire ok, donc dans cette version, quel serait le nouveau pattern, quelle serait une nouvelle façon de faire. Comme ça me permet d'avoir une comparaison directement dans un contexte que je connais et en plus de le faire un peu plus naturellement au fur et à mesure au fil de l'eau. Donc ça veut dire que j'ai moins de veille technologique dédiée à faire, juste à savoir à peu près ce qui a changé et ensuite je peux lui demander de me donner des exemples contextualisés, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a un mode complétion. Le mode complétion, personnellement, je l'utilise beaucoup en termes usage un peu discret, un peu au fil de l'eau. Je prends mon éditeur de texte, mon éditeur de code, je travaille, je crée mes classes, je crée mes fonctions. Et en fait, de manière un peu transparente, j'ai un exemple après, on va avoir des suggestions de code. En gros, il va essayer de déduire ce qu'on veut faire et il va nous le proposer, mais on n'est pas obligé de l'accepter. C'est assez transparent généralement selon les IDE, ça peut changer. Et on peut l'accepter ou pas. Donc ce que je fais, c'est que généralement, je ne vais pas lui demander d'itérer, de faire plein de suggestions. Je vais juste travailler comme j'ai l'habitude. Et si je vois qu'à un moment donné, un bon exemple m'est suggéré, enfin un bon morceau de code m'est suggéré, du coup, je vais l'accepter. Et du coup, ça va me faire gagner quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Et ça, à répéter sur une journée, à la fin, on gagne pas mal de temps. Mais voilà, je déconseille quand même d'essayer de forcer la chose et de forcer les itérations. Contrairement du coup, au dernier mode, où là, du coup, on va avoir une logique qui est totalement inversée. On va moins travailler sur le code, on va laisser l'outil travailler. Et c'est lui qui va générer le code. Donc en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un besoin, on va lui décrire ce qu'on veut faire. L'agent, enfin l'IA, du coup, va modifier les fichiers, va créer le code. Et ensuite, nous, on va juste le valider. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est en opposition par rapport à la complétion. Pour illustrer ça, j'ai des exemples juste après. Donc, pour commencer, j'ai fait un petit fichier Hello World. Donc,
En Java, je crée une classe, je commence à écrire, OK, j'ai une classe, ça s'appelle Hello World, je vais créer une méthode publique et là on va voir qu'il va voilà, me suggérer de créer un main avec un, print dans la console de Hello World. Donc il a compris ce que je voulais faire. C'était pas très compliqué, c'était un exemple assez simple, mais ça me met un peu en avant donc comment marche le mode complétion. Sur des exemples un peu plus complexes, il marche très bien sur des répétitions de patterns avec des variations de chance. Par exemple, quand on rédige des tests et qu'on veut faire des variations de tests pour tester plusieurs cas, du coup, il va très vite comprendre ce qu'on veut faire, ou quand on veut faire des variations de requêtes SQL, ou en fait, dès qu'on a un exemple de code et qu'on veut un peu le modifier ou l'adapter, ou le réécrire, il va très vite nous faire des suggestions très pertinentes. Ensuite, on a le mode agent, pour le deuxième exemple, pour lequel lui va prendre la main et travailler. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de reprendre cet exemple de Hello World et de prendre en paramètre un argument qui permettrait de remplacer le mot Word par autre chose. En l'occurrence, je lui ai demandé de mettre Hello Jérémy. Pardon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui passe un petit prompt. Donc là, il fait quelques lignes. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de le lire en entier, mais c'est pas très important. Je vais vous expliquer ce qu'il faisait. Il va m'expliquer ce qu'il va faire. Donc dans le chat, on va voir comment il travaille, ce qu'il est en train de faire. On le voit modifier le fichier. Donc là, je n'ai plus besoin de coder. J'ai juste à surveiller ce qu'il fait. Ça va se présenter un peu comme un guide diff. En gros, je vais voir ce qui a été rajouté, ce qui a été supprimé, les modifications. Je peux les valider. Et je peux essayer d'exécuter le code. Donc l'agent peut aussi lancer le code par lui-même et vérifier que les tests fonctionnent toujours. Il est capable de faire plein de choses comme ça. L'intérêt, c'est que dans le chat, on a un suivi en étape par étape de ce qui est généré, donc on peut vraiment suivre ce qu'il fait et l'arrêter si on voit que ça dérive trop sur l'attendu. Donc on a plein de possibilités, plein de façons de travailler et du coup pour s'organiser, c'est assez basique. En gros, on va essayer de découper notre travail par lot, on va essayer de bien spécifier ce qu'on veut faire. Si possible, ensuite créer des prompts détaillés. On reviendra un peu plus tard sur comment générer des prompts. On va analyser les résultats. C'est important de toujours valider ce qui a été généré. Et finalement, on va soit valider ce qui a été fait, soit procéder à une nouvelle itération. C'est quelque chose qui est assez basique au final. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est limite la façon de travailler normale. Donc on n'est pas trop perturbé dès qu'on ajoute un assistant. En fait, on garde à peu près la même façon de faire. Ce qu'il faut juste se méfier, c'est que du coup, quand on a un outil comme ça, en fait, souvent, on va être capable de générer beaucoup plus vite du code, notamment avec le mode agent. Il ne faut pas se laisser embarquer dans cette course au gain de temps, cette course à la vitesse. Il ne faut pas être trop enthousiaste et dire, OK, donc là, il a fait ça, je continue, je continue. Il faut bien prendre le temps de s'arrêter, d'analyser, de faire des commits intermédiaires. Donc, c'est pour ça que je rappelle un peu les étapes qui sont un peu des bonnes pratiques. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à se laisser un peu embarquer par l'outil et laisser prendre au jeu sur cette vitesse de génération. Une des choses qui est importante de faire, c'est ce qu'on appelle créer des instructions. Quand on est dans un projet, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une sorte de cohérence au sein de notre projet. On ne veut pas qu'il y ait un morceau de code qui soit généré d'une certaine façon, un autre morceau de code qui soit vraiment généré d'une manière totalement différente, avec des patterns différents, des librairies différentes. On veut une sorte d'uniformité, une sorte de cohérence au sein d'un projet pour que ce soit plus simple à maintenir, plus simple à review, etc. C'est à quoi servent les fichiers d'instruction. En gros, on va décrire comment on veut que soit structuré notre fichier. Donc, on va lister les dépendances, les patterns qu'on veut réaliser, comment nos documentations doivent être écrites, quelle est la structure du projet, où sont les différents modules, et des templates de prompt. Globalement, ça va vraiment nous aider à avoir des réponses qui sont cohérentes au fur et à mesure des jours et des semaines. C'est un peu lié au fait que du coup, quand on a des contextes, souvent, on va avoir une réponse qui nous plaît pas forcément, on va lui demander de la modifier et on va refaire une itération, on va lui demander d'un peu d'affiner, dire non, d'utiliser cette lib plutôt que cette lib et en fait, ça, si on l'écrit pas dans le noir sur blanc comme là sur un fichier d'instruction, en fait, le contexte va finir par être perdu et du coup, il faudra recommencer ce travail d'affinage des réponses, ce qui est dommage. Donc en fait, quand on commence à modifier des réponses et à trouver quelque chose qui nous plaît bien, souvent, il faut ensuite l'écrire dans un fichier pour que ce soit réinjecté à chaque fois, pour chaque prompt, pour chaque exécution. En gros, ça va être des instructions qui vont être réinjectées dans le modèle pour qu'on ait des réponses qui soient similaires. En plus de ça, je parlais de template de prompt juste avant, et on peut utiliser un mécanisme qui s'appelle le chaînage de prompt. Globalement, des prompts, on ne va pas faire comme dans l'exemple que j'ai fourni tout à l'heure, on va écrire juste une instruction en quelques lignes. On va essayer de faire quelque chose de très complet, avec souvent découpé par étapes, dire bon, ok, donc là c'est mon besoin, je veux faire ça, la structure du projet, je veux réaliser des tests, je veux que tu exécutes, je veux que tu vérifies, etc. Donc les étapes, elles peuvent varier en fonction des besoins.
et ça peut être un peu lourd à exécuter, enfin à écrire, je veux dire. L'idée, c'est que les agents, comme les outils, sont souvent très, très performants pour faire de l'analyse. Elles vont le faire très, très rapidement et elles vont être un peu moins performantes pour écrire, ça va être un peu plus long. Donc on va se baser sur cette rapidité d'analyse pour créer ces prompts. Grâce à cette rapidité d'analyse, on va lui dire: «OK, donc ça, c'est mon besoin. Je voudrais faire ces tâches. Génère-moi un prompt». Ça sera en gros, ça évitera d'avoir une feuille blanche. On aura notre prompt de base et ensuite on pourra un peu le modifier et ensuite on demandera à l'agent de l'exécuter, étape par étape, et ce sera plus simple à suivre et ça nous permettra d'avoir des résultats, pertinents beaucoup plus rapidement. Heu, une des bonnes pratiques à suivre, c'est aussi dans les instructions de bien préciser les documentations qu'on va avoir. On va avoir des documentations techniques, on va avoir des documentations fonctionnelles, on va avoir des changelogs, on va avoir des commentaires, plein de types de documentation au sens large. C'est important de les avoir pour le suivi, pour le futur du projet et aussi pour, analyser ce qu'a fait l'IA en bien ou en mal. Ces IA génératives, elles ont tendance à être très bavardes. Elles peuvent générer des tonnes de texte, donc il faut bien préciser le niveau de détail qu'on veut, pour éviter de se retrouver avec des readme qui sont des romans de 500 pages. En fonction du contexte, en fonction du besoin, on va devoir spécifier si c'est un template et possiblement lui donner des exemples pour comme ça elle répétera cet exemple et on aura toujours une documentation qui est similaire et qui correspond bien à notre besoin. Pour résumer, je dirais que quand on utilise, ce genre d'outil, il faut toujours prendre ce qui est proposé comme une suggestion. C'est jamais, une finalité. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut pas spécifiquement encore faire confiance 100 à l'IA, elle fait trop d'erreurs et on est obligé de vérifier. Donc c'est important de relire tout ce qui est fait, de faire attention, à ne pas trop lui donner des tâches qui sont critiques, donc éviter, tout ce qui va être par exemple, je sais pas, la gestion des droits sur un projet, la gestion des accès, à fichiers, la gestion des clés. Ça, vaut mieux le faire à la main, sans lui demander conseil parce que du coup, ça va être dur à review si elle en génère trop et documenter. Documenter bien évidemment le projet, mais documenter aussi, les prompts qu'on utilise, ceux qui ont donné un bon résultat, ceux qui ont donné un mauvais résultat. Ça permettra ensuite d'avoir une base de connaissances pour, travailler plus vite sur les itérations suivantes. J'ai parlé tout au début de ce chapitre des différents outils, des différents modèles et on peut se demander comment les choisir. Ça va vraiment être en fonction du besoin pour les outils. Donc ça va être au niveau en fonction de quelle techno on va vouloir utiliser, quelle feature sur le produit on va vouloir utiliser et quel est le modèle utilité économique qu'on va avoir besoin. Les outils comme GitHub Copilot, en fait, ont une sorte de quota d'exécution, par génération et un quota par mois qu'on peut dépasser, ensuite c'est payant, mais il y a quand même des sortes de quotas qui font qu'on ne peut pas lui demander de travailler pendant des heures, ce qui était un peu la promesse de Claude 4. Donc en fait, si on veut faire ce genre de travail assez long, du coup, il y a des outils qui seront pertinents et d'autres qui ne le seront pas. Donc voilà, donc en fonction des besoins, il faut bien regarder les limitations du produit qui sont pas des outils pardon, qui ne sont pas forcément les mêmes que les limitations du modèle. Et pour choisir un modèle, ça va encore une fois dépendre d'un contexte et de l'usage. Globalement, il y a des modèles qui vont être beaucoup plus rapides pour fournir des réponses, mais un peu moins pertinents et d'autres qui vont être plus lents, mais beaucoup plus pertinents. Donc en fonction du mode que j'utilise dans GitHub Copilot, je vais utiliser un modèle différent. Je sais que par exemple quand je suis en mode complétion, j'utilise des modèles qui ont des réponses très rapides et même si elles sont un peu moins précises, en fait, c'est pas important parce que le mode complétion comme je l'utilise, c'est, un outil en plus. C'est-à-dire que j'accepte si je vois que c'est bien, mais je vais pas m'y attarder. Donc c'est pas grave s'il y a un peu moins de pertinence, ce que je veux, c'est des réponses rapides pour pouvoir avoir des suggestions très rapides pendant que je dev. Au contraire, quand je suis en mode agent, là, on va peut-être vouloir quelque chose d'un peu plus lent, parce que c'est pas grave, mais avec, une fiabilité qui est beaucoup plus élevée. Pour un peu représenter tout ça, on a quelques anecdotes. La première est, que les IA, parfois sont un peu capricieuses. Elles sont un peu têtues, elles en font qu'à leur tête. Hem, on peut lui demander, par exemple, de faire 2 fois la même chose et elle va nous générer du code de manière différente. Alors souvent, le résultat final sera le même, mais elle l'aura généré de manière différente. Elle aura trouvé des façons différentes de faire. Donc même si on a des instructions précises, des prompts précis, au final, on n'aura jamais un résultat qui sera le même et parfois même, le pire, c'est que des fois, elle va ignorer des consignes. Donc elle nous met des bâtons dans les roues par moment et même si elle va faire le travail correctement 9 fois sur 10, une fois de temps en temps, heu, pour une raison assez mystérieuse, elle va travailler différemment ou alors elle va juste dire: «Cette fois-ci, je sais pas, je génère pas le test unitaire ou je ne génère pas la documentation».
Et c'est ces petites variations qui font que du coup, on est obligé de repasser derrière, de vérifier et toujours de relire ce qui a été généré parce qu'il y a des variations qui sont importantes, même si on prend le temps de faire des instructions complètes, si on prend le temps de faire des prompts complets, il y a toujours une part un peu aléatoire dans le résultat qui font qu'on devra vérifier. Des fois, l'agent va aussi s'arrêter de travailler. Alors ça peut être parce que du coup, comme je le disais, l'outil n'est pas adapté, on va lui demander une tâche qui est beaucoup trop longue. Du coup, il va s'arrêter. Donc l'intérêt d'avoir des prompts découpés étape par étape, ça fait que du coup, on peut reprendre un prompt, qui a été exécuté, mais qui s'est arrêté, à l'étape où on s'est arrêté. On dire en gros: «Bah, là, tu as fait l'étape 1, 2, 3, mais tu as pas fini la 3, donc reprends la 3 et fais la 4, 5, 6». Des fois, ça peut être des tâches trop complexes. J'ai déjà vu, l'agent essayer plusieurs fois de trouver une solution à un problème. Il trouve pas la solution et du coup, il finit par mettre des to do dans les fonctions. En gros, il abandonne, il me redonne la main. Souvent, c'est pas qu'il est pas capable de répondre, c'est qu'il comprend pas soit le contexte, soit que le besoin a été mal spécifié. Donc après, là, il y a 2 choix, soit on estime que c'est plus rapide de le faire à la main, donc on l'écrit et ensuite on lui redonne, la main pour les tâches suivantes, ou soit on essaye de repréciser le besoin. Et parfois, il y a d'autres éléments qui font que l'agent s'arrête, ça peut être des erreurs techniques, ça arrive. Des fois, le prompt va juste s'arrêter, on n'a pas spécialement d'erreur, donc faut surveiller ça. Mais il faut savoir que des fois, où la tâche va pas être exécutée en entière et il faudra vérifier qu'on n'ait pas des fonctions qui sont à moitié générées, ou des méthodes ou des classes. Heu, Ce que je disais au début, dans la présentation des modèles, c'est qu'ils sont souvent capables d'interpréter, différents langages. Par, je sais pas vraiment pourquoi au début quand j'utilisais, les agents de développement, je lui parlais en anglais, donc je faisais des prompts en anglais, je m'attendais à avoir des réponses en anglais et cetera et au bout d'un moment je me suis dit: «Mais il comprend très bien le français, peut-être que je serais plus efficace à lui parler en français. Ça me ferait gagner du temps, ça c'est plus simple pour moi de parler en français, d'écrire en français donc bah, OK, ça sera sûrement peut-être même j'aurais peut-être possibilité de faire des prompts plus précis parce que je serais plus à l'aise». Et en lui parlant en français, je me suis rendu compte que, effectivement, les résultats étaient les mêmes. Il était capable de développer pareil, il comprenait le besoin pareil, donc c'était super. Sauf qu'au bout d'un moment, je lui ai parlé en français pendant plusieurs jours et il s'est mis à faire un truc un peu inattendu, c'est qu'il s'est dit: «Bah, on me parle en français pendant plusieurs jours, bah, je vais écrire les docs en français et les commentaires en français, a priori, c'est ce qu'on veut». Je lui ai jamais demandé de faire ça, mais donc je lui avais jamais non plus demandé d'écrire les docs en anglais. Donc au final, il y avait une sorte de flou. Il s'est dit: «Bon, je sais pas». Au bout d'un moment, il s'est dit: «Allez, on» et il a tout traduit en français. Bon, bah, j'ai dû le reprendre et du coup, j'ai précisé dans les instructions en dur de dire: «OK, les documentations, c'est en anglais, les commentaires, c'est en anglais». Mais c'est vrai que vu que c'était pas précisé, bah, il y a eu ce petit truc qui s'est passé à un moment donné où, au bout d'un moment, je me suis dit: «Tiens, mais c'est bizarre, toutes mes docs sont en français alors qu'à la base, elles ne l'étaient pas». Donc c'est des petites choses à surveiller. Heu, Parfois, si on a des prompts incomplets, on peut se retrouver avec des solutions qui sont un peu inattendues. En fait, sur certaines tâches, l'agent va essayer de répondre aux besoins et il va essayer d'y répondre de manière la plus efficace ou du moins la plus simple selon lui. Une fois lors d'une routine comme ça, je lançais un build de mon projet et j'ai vu qu'il y avait des warnings dans le build. Heu, il y en avait 5-6 et je lui ai demandé: «OK, là j'ai des warnings pendant le build». C'était des choses assez simples, mais je lui ai dit: «OK, est-ce que tu peux me les retirer ces warnings? Est-ce que tu peux faire en sorte que quand je build, voilà, ce soit clean et que mon application elle soit propre?» Je m'attendais à ce qu'il cherche une solution pour résoudre les warnings et il a fait ça pendant une itération et après il s'est dit: «Mais il y a une solution beaucoup plus simple pour retirer les warnings lors du build». Bah, en fait, il a changé mon profil de build et il a changé le niveau de log du build. Il a dit: «Bah, maintenant je n'affiche plus les warnings lors du build». Bah, OK, je pouvais pas vraiment lui en vouloir. Je lui avais demandé de retirer les warnings, il a retiré les warnings. C'est pas du tout ce que j'attendais, mais je l'avais pas vraiment expliqué correctement mon besoin. Donc c'est pour ça que, des fois, les IA sont un peu naïves et font vraiment ce qu'on leur demande et prennent parfois des raccourcis un peu trop violents. On parlait de modèles et du choix du modèle et c'est vrai que souvent elles vont avoir une capacité de générer du code de manière similaire, mais elles vont avoir des subtilités qui sont différentes. Un jour, je suis arrivé un matin, j'ai lancé mon PC, j'ai commencé à travailler et ça allait pas. Vraiment, j'arrivais plus à travailler avec l'agent. Il me générait des résultats qui me plaisaient pas. Il me communiquait, il avait une façon de travailler qui me plaisait pas. Il avait pas le même workflow d'habitude et je me suis dit: «Putain, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un interlocuteur qui est différent, c'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui a changé». Et du coup, j'ai arrêté un peu de l'utiliser, j'étais frustré et j'ai compris après coup qu'en fait, il y avait eu une mise à jour de l'extension GitHub Copilot. Et cette mise à jour avait fait en sorte que le modèle par défaut change et du coup, ça avait introduit le nouveau, GPT-5 et du coup, c'était passé le modèle par défaut. Heu et c'est là, en fait, ça a mis en avant
quelque chose qui est assez important, c'est que même au sein d'une équipe, si on met en commun nos instructions, si on met en commun nos prompts, en fonction du modèle, il y aura quand même une manière de travailler qui est différente, une génération de code qui sera différente, et ça peut amener à avoir du coup des sortes d'incohérences. C'est pas du mauvais code ou du bon code, hein, parce que ça sera forcément du bon code si on valide, etc. Mais il y a une sorte de variation dans le résultat. Et ça peut être bien et pas bien. En gros, ça veut dire que du coup, il n'y a pas de règles universelles et on peut avoir des modèles qui vont être mieux pour nous que d'autres en fonction de notre manière de travailler. Ils vont être plus adaptés par rapport à notre organisation du travail. Et du coup, la seule manière de valider ça, ça va être de le tester. Bon, du coup, après avoir remarqué ça, je suis repassé sur Claude 4 parce que je suis plus à l'aise. Mais j'aurais pu rester sur GPT-5. Du coup, je l'ai utilisé pendant une demi-journée et j'ai validé que je n'aimais pas trop ça. Alors peut-être que j'ai été un peu biaisé parce que du coup, je ne m'y attendais pas. Mais effectivement, il y a ce genre de test à faire. La dernière anecdote, c'est un retour d'expérience que j'ai eu lors d'une analyse de test d'intégration qui ne marchait plus. À un moment donné, j'ai fait du refactor à la main. Et avant de commit, j'ai essayé de lancer une méthode d'intégration et j'ai vu qu'il y en avait 2 qui ne marchaient pas. Je lui ai demandé à l'agent de regarder pourquoi ça ne marchait pas, essayer de comprendre ce que j'avais refacto et ce que j'avais cassé. C'était quelque chose d'assez compliqué, je pense que c'est une propagation sur plusieurs méthodes et il a été capable de l'analyser, mais il n'arrivait pas forcément à trouver la cause exacte du problème. Et ce que j'ai vu faire, c'est que quand on est en mode agent, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure dans l'exemple, mais en gros, on a un chat sur le côté et ça va lister l'historique des actions qu'il fait. Donc en gros, on va pouvoir suivre ce qu'il fait en temps réel, on va voir les fichiers qu'il modifie, les commandes qu'il exécute, etc. Et pendant cette exécution, pendant cette recherche de problèmes, je l'ai vu modifier des fichiers et de itérer plusieurs fois jusqu'à avoir à la fin les tests qui passent. Donc il a fini par trouver le problème, on a fini par avoir les tests qui passent. J'ai fait une relecture du commit et ça me semblait OK. Juste un détail près, c'est que je l'ai vu dans l'historique du chat, en fait, modifier des fichiers et je ne les voyais pas dans le commit. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, je suis sûr à 100% qu'il a modifié des fichiers que je ne vois pas dans ce commit. Comment ça se fait? Du coup, j'ai repris l'historique du chat et j'ai regardé les fichiers qu'il a modifiés et j'ai compris. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des logs en debug pour comprendre le problème. C'est des logs, ça envoyait beaucoup de logs dans la console, mais il a rajouté ces logs pour comprendre, ça lui donnait plus de contexte. Il a compris le problème, il l'a corrigé et ensuite il a retiré les logs. Ce qui fait que du coup, effectivement, j'avais les fichiers qui étaient inchangés, du moins sur ces parties-là. Et du coup, ça ne se retrouvait pas dans le commit. Et je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Et en réalité, je l'ai vu faire ça qu'une seule fois. Donc je ne sais pas trop ce qui l'a amené à avoir ce raisonnement, cette capacité à rajouter des logs en debug pour comprendre le problème, ensuite les retirer parce qu'il s'est dit non, c'est trop, ça génère trop de code, ça génère trop de bruit dans les logs et c'est beaucoup trop volumineux, donc on ne veut pas les garder, mais ça va juste m'aider à avoir un contexte. Je me suis dit que c'est étonnant qu'il ait fait ça, et je me suis dit que c'est quand même très humain cette manière de travailler. En fait, je me suis dit, mais tout le monde a déjà fait ça, rajouter des logs pour comprendre un problème, comprendre le problème, le corriger et ensuite retirer les logs. Et je l'ai vu faire ça une seule fois et j'étais juste agréablement surpris. Je me suis dit: «OK, donc finalement, il est capable de raisonner sur des trucs un peu complexes et de trouver des solutions en plusieurs étapes et quand il ne trouve pas la solution du premier coup, essayer d'autres solutions» et heu et voilà. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il a fait qu'une seule fois, donc je pense que c'était pas spécialement prévu dans le modèle, juste, je sais pas, il a eu une sorte de boucle à un moment donné qui a mis ce petit déclencheur et qui lui a permis de faire ça. Pour conclure, sur tout ce qu'on vient d'évoquer, sur tout le retour d'expérience et les petites anecdotes, je dirais que le point fort de ces outils, ça va être de faire de l'analyse de code. C'est capable de générer du code de manière très rapide et j'ai dit générer, pardon, d'analyser du code de manière très rapide et très précise. Ça a une très bonne capacité de compréhension. C'est incroyablement puissant pour faire des reviews, ça va nous donner un contexte et du coup, on va pouvoir entrer beaucoup plus rapidement dans une PR. C'est très puissant pour, reprendre du travail que quelqu'un d'autre a fait ou qui a été laissé de côté pendant longtemps. Ça permet de générer des docs beaucoup plus complètes. C'est un travail qui peut être un peu laborieux d'écrire une documentation et là, du coup, on inverse un peu la façon de faire. C'est du coup, on le laisse générer la doc et derrière, on va juste relire, voir s'il y a tout, voir si ça nous convient. Mais on n'a plus ce travail d'écriture. On va juste vérifier que la doc est OK. Donc ça nous permet d'avoir des docs beaucoup plus rapides. Heu, les modèles ont maintenant une capacité, et une maîtrise des frameworks et des langages qui est très poussée. L'exemple que je donne parfois, c'est, l'exemple de création d'un projet Angular. Une fois, je lui ai demandé, voilà, donc je partais de 0, j'avais rien dans mon repo, j'ai dit: «OK, je lance un projet Angular, crée-moi le projet et crée-moi», voilà, je lui ai donné une sorte de mini schéma d'architecture, je veux dire: «Crée-moi cette base, ce squelette pour que je puisse commencer à travailler»
Et je m'attendais à rien, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté des commandes. En gros, il a exécuté les commandes, Angular pour créer le projet, pour créer les modules, et cetera. Et je me suis dit: «OK, bon, c'est tant mieux». En fait, c'est mieux de faire ça que du coup d'écrire les fichiers à la main, mais ça prouve quand même qu'ils, voilà, ils ont une bonne connaissance, ils connaissent même les, voilà, les différentes commandes des différents frameworks, et ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Et je l'ai déjà évoqué, mais je trouve que c'est un des points forts. C'est un peu plus, les gens sont pas forcément d'accord avec ça, mais moi je trouve que ça permet vraiment de faire une veille technique, au fur et à mesure de la journée, sans y dédier un moment forcément. Ça permet juste de dire: «OK, suggère-moi des codes différents, suggère-moi des façons de faire différentes», et du coup on peut apprendre, des manières de faire qu'on connaît pas, ou des nouveaux patterns qu'on connaissait pas. Il y a encore beaucoup de points faibles. Globalement, d'un jour à l'autre, ou même au fur et à mesure d'une journée, il peut perdre le contexte. On peut perdre un peu la façon de faire qu'on a mis en place, la sorte de routine qu'on a mis en place avec, le chat, avec l'agent. Et quand on crée une nouvelle discussion, quand on crée un nouveau contexte, le problème, c'est qu'au début, on va avoir une sorte d'inertie qui est un peu longue. Les résultats vont pas être, ce qu'on attend. Il va falloir en fait le reprendre plusieurs fois, avant d'avoir un engrenage qui reroule bien et qu'on ait une inertie qui soit intéressante. Donc en gros, quand on perd le contexte, souvent après, c'est un peu compliqué d'avoir des résultats qui sont pertinents dès le début. Donc il va falloir, voilà, bien le reprendre, bien le repréciser. Et si on voit que c'est souvent la même chose qui est en erreur, peut-être ça veut dire qu'il faut qu'on le mette dans un fichier d'instruction pour que ce soit, réinjecté à chaque fois. Malheureusement, je trouve qu'on a un taux d'erreur qui est beaucoup trop élevé encore, que ce soit en mode complétion, c'est pas trop grave, mais en mode, agent, c'est un peu plus grave. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut reprendre à la main, ou qu'il faut réitérer dessus, et ça peut être un problème parce que, sur, une demi-heure, sur 1 heure de génération de code avec un agent, en fait, on peut se retrouver avec des milliers de lignes de code, pardon, et en fait, relire tout ça, ça demande un travail assez conséquent. Et étant donné que, enfin, personnellement, je lui fais pas du tout confiance, je relis vraiment chaque ligne, chaque mot, chaque détail, je vais le relire attentivement, parce que je me dis qu'à tout moment, il peut avoir glissé, quelque chose, une bêtise ou quelque chose d'assez grave, et du coup, il faut vraiment tout valider. Et vu qu'il génère beaucoup de code, c'est un travail assez conséquent. Donc il y a un équilibre à trouver entre, la quantité de travail qu'on va lui faire générer et à quel moment on va le valider. Heu, Quand on est en mode autocomplétion, du coup, c'est un peu plus simple, parce que du coup, il va juste générer des petits blocs de code qu'on peut relire au fur et à mesure, donc c'est un travail qui se fait naturellement. Quand on est en mode génération de code, souvent, on va essayer de relire ça, à la fin d'une tâche, et du coup, c'est un travail qui est beaucoup plus conséquent. Par moment, les extensions, les agents vont, avoir une mauvaise compréhension de l'environnement. C'est très frustrant parce qu'en fait, en tant qu'utilisateur de l'ordinateur, nous, on voit ce qui se passe et on va voir qu'il y a une incohérence, mais l'outil ne va pas le voir. L'exemple que j'ai, c'est, je travaille sur un back-end, en .NET, je lance le back-end, donc je vois: «OK, votre serveur a démarré, il est utilisé sur tel port», et cetera. Donc ça, c'est dans le terminal. L'agent a lancé le back-end, ça a très bien démarré, c'est super. Il a vu que ça avait démarré, du coup, après, il s'est dit: «OK, je vais tester ma nouvelle API et je vais lancer une commande curl pour ça». Sauf que du coup, le back-end n'avait pas été lancé en tâche de fond, il avait été lancé dans le terminal, donc ça bloquait le terminal. Ce qu'il a fait, c'est du coup, il a repris la main sur le terminal, il a lancé sa commande curl, et en fait, en reprenant la main dans le terminal, du coup, il a coupé le back-end. Ce qui fait que la commande curl a répondu quelque chose du type, que le serveur ne répond pas. Étant donné qu'il avait pas vraiment le contexte, que le back-end s'était arrêté, il a essayé de faire des hypothèses qui étaient fausses, en mode: «Tiens, mon API ne marche pas, pourquoi le serveur répond pas?» et cetera. Il essayait de comprendre un peu les problèmes de routing, et cetera, alors qu'en fait, c'était juste, non, il avait éteint le back-end, ça forcément, ça ne pouvait pas marcher. En tant qu'utilisateur, nous, on le voit parce qu'on a tout l'historique de la console, et lui, il a, je pense, une vision qui est plus restreinte. Il a des œillères qui lui permettent d'avoir, moins d'informations que nous, à l'écran, et c'est ce genre de choses où du coup, faut tout de suite l'arrêter, lui dire: «Attention, quand tu fais ça, ça ne va pas marcher parce que», et du coup lui préciser, mais c'est vrai que c'est le genre de petits détails qui font que des fois, on a une perte de temps assez conséquente parce que du coup, l'IA n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est pas une erreur de capacité d'analyse, c'est juste qu'il a, en gros, l'outil ne lui permet pas d'avoir les informations. Et le dernier point, c'est un point assez important, je trouve, c'est que les outils évoluent très vite, les modèles évoluent très vite, c'est dur de rester à jour. Donc il y a pas vraiment de bonne façon de se documenter. On peut lire les specs, on peut lire un peu les bonnes pratiques, mais globalement, ça doit être des outils qui semblent assez intuitifs. Le meilleur moyen de se rendre compte de ce qui va se produire, c'est de les utiliser, et du coup, ça prend du temps. On peut pas se permettre d'utiliser tous les modèles, on peut pas se permettre d'utiliser tous les outils, ça a un coût. Ça a un coût en argent, en termes de licence, ça a un coût en temps, et du coup, faut faire un choix. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dur à suivre toutes ces étapes.
Les perspectives d'avenir, pour terminer, pour conclure, ce sera le dernier point. Je pense que les outils sont de plus en plus globales. On les retrouve maintenant, notamment pour GitHub Copilot, en début de chaîne et en fin de chaîne. Donc ça part vraiment de l'analyse des features, l'analyse des issues. Ils vont même être capables du coup maintenant via des pipelines de générer du code et du coup de créer des pairs pour nous les suggérer. C'est aussi utilisé pour générer la documentation, faire des reviews automatiques, faire des suggestions de sécurité. Donc on a une intégration qui est de plus en plus globale et je pense que ça va être le spectre sur lequel il intervient va être de plus en plus large. Ce qui serait super, c'est qu'en fonction des IDE, en fait, on a une meilleure intégration dans l'IDE. On peut voir que souvent, on a un IDE qui est très puissant, ça fait longtemps qu'on l'utilise, ils sont capables d'avoir une excellente vision sur le contexte d'un projet. Ils vont être capables de nous dire: «OK, cette méthode, elle a tant d'usages, elle est utilisée là, par-ci, par-là». Là, on va avoir une structure du projet qui est très bien connue, très bien maîtrisée par l'IDE et en fait, là, l'IA ne va pas s'en servir. En fait, elle va être intégrée dans l'IDE, mais pas complètement. Du coup, elle ne va pas profiter de toute cette puissance, de toute cette, connaissance qui est mise à disposition de l'IDE et en fait, quand on va faire un refacto, en fait, elle va essayer de faire des regex pour trouver les usages et cetera. C'est beaucoup moins performant, c'est beaucoup moins efficace, c'est source d'erreur et c'est un peu dommage. Donc en fonction des outils, je pense que des outils un peu comme Cursor où du coup l'IA est beaucoup plus intégrée dans l'IDE, ça va mieux marcher, mais des outils un peu plus global comme, GitHub Copilot, ça marche un peu moins bien et bah, voilà, après ça c'est un point un peu classique, mais parler de la qualité des réponses, bah, oui, encore une fois aujourd'hui, les réponses, on doit trop revenir dessus, c'est pas encore parfait et c'est perfectible. J'espère que du coup ça va finir par s'améliorer, il y a pas de raison que ça le fasse pas. Mais bon, ça va encore être très long avant qu'on ait un résultat où on puisse 100 lui faire confiance. Ça n'arrivera peut-être jamais. Donc ça sera à suivre. Et pour terminer, c'est un point qu'on n'évoque pas toujours ou alors dans des articles dédiés, mais c'est l'adhésion, des membres d'une équipe à ces outils. Il va y avoir des réticences, il va y avoir des gens qui vont être contre, d'autres qui vont être totalement pour et parfois pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons et un des points qui remonte souvent, c'est un peu le côté, éthique et écologique. C'est difficile de mesurer avec exactitude, quel est le coût en fait de ces outils-là en termes voilà, de génération de CO2, en termes d'impact sur l'environnement et en termes d'impact sur, OK, la sécurité du code qui a été produit, qui a été analysé, comment ont été entraînés les modèles. Donc ça soulève plein de questions qui sont légitimes et parfois il y a un petit manque de transparence et ça peut amener à ce qu'au sein d'une équipe, on a des gens qui utilisent plus ou moins les outils à leur disposition et ou alors de manière totalement différente. Et j'espère qu'avec le temps, voilà, on aura de plus en plus de transparence à ce niveau-là. Si vous avez des questions, c'est le moment et n'hésitez pas, on est avec vous pendant quelques minutes pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta présentation. Comme il l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, pour le prochain Tech Hour, ce sera en novembre. Comme d'habitude, donc certainement le 1er jeudi du mois, la date sera reconfirmée. Et ce sera pour un sujet présenté par moi-même sur comment développer son propre opérateur Kubernetes en Rust en utilisant le framework KubeRS. On n'a toujours pas de questions sur l'événement. On a une question de Victor qui nous dit: penses-tu que l'IA bloque à un certain niveau de complexité? Alors, oui et non. Je dirais qu'en fait alors déjà, ça dépend les outils qu'on utilise. Il y en a qui vont clairement être bridés parce que ça rentre pas dans leur modèle économique et est-ce qu'il y en a un alors en termes de complexité sur des algos, assez courts, je dirais qu'elle est capable de comprendre des algos très complexes. Donc sur ce niveau-là, il n'y a pas trop de limitations. La limitation va avoir lieu plutôt sur la complexité en termes de volume de données. En gros, sur des très gros projets qui peuvent faire des centaines de fichiers,
À l'heure d'aujourd'hui, en fait, on est quand même limité en termes de taille de contexte, en termes de capacité d'analyse et de mémoire des modèles. Et si on a des projets qui sont très complexes, en fait, on va être obligé de recentrer le travail sur une plus petite zone et elle aura jamais du coup, une vision globale sur tout ce qui se passe dans le projet. Et ça, c'est un peu un des points faibles, c'est que quand on a des très gros projets, qu'on lui demande de faire des refactos ou qu'on va lui demander de faire des modifications, heu, en fait, elle aura jamais la vision globale. Et pareil, par exemple, si on lui demande de faire une migration de code ou si on lui demande de générer beaucoup de code, heu, elle va le faire à un instant T, sauf qu'en fait, elle va finir par oublier parce que voilà, les contextes, c'est temporaire. Et si un jour on lui demande de reprendre ce travail-là, et bah, elle sera peut-être pas capable de reavoir la vision qu'elle avait à l'époque parce qu'il y a eu trop de code de générer. Et si c'est elle qui l'a généré, en gros, il faut qu'il y ait un humain qui soit capable d'avoir cette connaissance pour la guider. Elle sera jamais capable d'être autonome sur ce travail-là, du moins actuellement. Peut-être qu'avec le temps, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus, global. Mais, pour répondre à la question, du coup, je dirais tâches courtes et complexes, des algos, très complexes, elle est capable de les comprendre. Des algos qui sont complexes par leur, volume, là, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore, merci, Jérémy, pour ta présentation et on vous dit, à très bientôt, début novembre, pour le prochain Vidéo Tech Hour. Merci, au revoir.